dans ce premier conseil communautaire que j'ai le plaisir, les premières délibérations qui vont être abordées sont des délibérations qui concernent la gouvernance, avec donc les conséquences du départ d'Éric Kerrouche, notamment sur les représentations de Max au sein d'autres instances, syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, etc. Sur l'exécutif de Max, il y a une grande stabilité vous l'avez constaté, je pense, dans la composition de l'exécutif, puisqu'il n'y a que deux nouveaux vice-présidents chargés de la gestion du port de Cabreton et du lac d'Ossegor, puisque c'est une compétence dont il va être transférée au 1er janvier à Max, depuis le Civon. Et une nouvelle compétence liée à la culture, puisque Frédéric Charpenel, qui est toujours premier vice-président, mais qui avait la partie culture, se voit maintenant augmenter au niveau de son périmètre de compétences, de toute la partie administration générale, ressources humaines et schéma de mutualisation, ainsi qu'un nouveau dispositif qu'on va mettre en place progressivement, qui est le budget participatif. On va être la première communauté de communes en France à mettre en place ce budget participatif. Il existe dans des communes, principalement d'ailleurs plutôt dans des grandes villes, d'agglomération, mais jamais sur des communautés d'agglomération ou communes. Donc ça correspond à la volonté, à notre volonté, à la volonté précédemment d'ailleurs aussi, de faire en sorte que les citoyens de la communauté de communes s'approprient mieux et de plus en plus l'action publique, et donc de les responsabiliser autour évidemment d'actions volontaires, non seulement dans des projets, mais aussi dans la réalisation par l'intermédiaire d'un budget participatif qui a été aujourd'hui évalué à peu près 100 000 €. Ce qui n'est pas un budget énorme en proportion du budget de la communauté de communes, bien sûr, mais ce qui, pour un premier pas, pourrait être un bon moyen de faire en sorte que les citoyens et les habitants de notre territoire participent à l'action réelle et politique. Ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'on va certainement, et ça va être le travail justement de l'atelier sous la responsabilité donc de Frédéric Charpenel, on va devoir définir un périmètre, parce qu'on ne pourra intervenir directement avec ce budget participatif que dans le périmètre de nos compétences. Donc il faudra que ce soit très clair dans la construction de ce projet pour que les participants ne soient pas déçus. De leur dire non, on leur dira tout de suite, il se sera plus précisé, et peut-être même qu'on définira dans les premières sessions de ce budget participatif un périmètre plutôt restreint. Rentre dans l'exécutif aussi Arnaud Pinatel, qui occupe donc la vice-présidence en charge du développement économique que j'occupais précédemment et donc que j'occupais. Voilà. Donc l'exécutif, il correspond à une volonté de notre part, d'agir donc dans la continuité avec les personnes qui ont fait leur preuve et qui ont beaucoup œuvré sous le mandat d'Éric pour la dynamique de la communauté de communes, et puis d'apporter aussi un sang un peu neuf malgré tout, et d'accompagner les nouvelles compétences par des prises de responsabilité de personnes qui semblent être mieux placées pour le faire. Sur ce qu'il faut dire de ce conseil communautaire, c'est qu'il aura trois grands axes, trois grands secteurs sur lesquels on va travailler. Le premier, c'est sur l'affirmation et le prolongement de notre volonté de s'inscrire complètement dans le dispositif territoire à énergie positive. En fait, il s'agit sur ce territoire-là, de considérer qu'on a un vrai engagement à avoir pour réduire la consommation énergétique. Ça, c'est le premier point, donc pour préserver l'environnement et lutter contre le réchauffement climatique, bien sûr. Mais c'est aussi la volonté de renforcer une cohésion sociale. Et puis de considérer aussi que la transition énergétique, c'est aussi un vecteur de développement économique. Donc on n'est pas sur un dispositif qui sanctuarise, qui protège, on est sur un dispositif qui non seulement permet de préserver effectivement la consommation énergétique et de la dignité, mais aussi de trouver des ressources pour faire en sorte que
ce dispositif qui peut être perçu comme une contrainte devient une opportunité. Les principales actions, certaines actions qui sont bien sûr engagées, on en avait défini 17 actions, et sur ces 17, il y en a déjà 16 qui sont engagées. On tient, et c'est aussi un souhait, à faire en sorte que, au-delà de la philosophie et au-delà des objectifs qui sont déclinés, on ait vraiment une volonté d'avoir des actions très concrètes et très mesurables pour faire en sorte que là aussi notre action elle soit sur le territoire très opérationnelle. Vous avez certainement dû mesurer notre action en termes de mobilité alternative, mobilité alternative à la voiture bien sûr, avec les bornes liées à la consommation électrique des véhicules qui sont installés. Il y en a 23 qui sont installés sur notre territoire. Le dispositif Réseau Pouce qu'on a mis en place sur l'ensemble des communes. Et puis, contre un peu aussi certaines prévisions pessimistes, le succès de Yego, puisque Yego a passé la barre des 200 000 usagers. C'est vraiment un mode de communication et un mode de transport qui commence à être de plus en plus utilisé sur le territoire et par les habitants, pas que par les vacanciers. Bien sûr, sur cette mobilité aussi, les aires de covoiturage, il y en a 3 qui ont été créées, 3 aires de voiturage sur le territoire, qui ont été cofinancées par Max. Au niveau de la rénovation énergétique des bâtiments communaux, on a donc 34 projets qui ont été engagés et on a versé aux communes plus de 500 000 euros de fonds d'aide pour la rénovation de ces bâtiments. Sur la transition énergétique de notre patrimoine, du patrimoine de Max, eh bien, on a installé des ombrières, des ombrières photovoltaïques au pôle culinaire, ce qui nous permet d'économiser 10% de notre consommation, d'ores et déjà, la consommation du pôle culinaire. Donc, avec en fait un taux de retour sur investissement très intéressant, d'une part, et d'autre part, bien sûr, et surtout, le fait qu'on consomme moins d'énergie fossile. On a organisé dans notre secteur les premières rencontres de l'économie circulaire, qui ont réuni 40 entreprises, pour essayer de voir comment on peut développer un système d'économie qui permette donc, vous savez, de rompre la chaîne normale de l'économie linéaire qui vise à consommer, produire et créer du déchet, plutôt à recycler et à faire en sorte que non seulement au niveau de la production, mais aussi au niveau des relations entre les acteurs du monde économique, il y ait une relation circulaire qui soit vertueuse en termes de, là aussi, à la fois de consommation et de production énergétique. 2 éléments pour terminer. D'abord, l'accompagnement des professionnels et des particuliers pour la rénovation énergétique de leur bien immobilier. Vous avez le dispositif Renomax, qu'on a lancé depuis 1 an maintenant. Et là, plus de 250 propriétaires ont bénéficié à la fois de conseils techniques, mais aussi d'aide financière pour rénover leur bâtiment. On a un référent énergie, c'est Solia aujourd'hui, qui est le portail d'entrée labellisé pour à la fois apporter un conseil, un suivi et aussi des financements aux particuliers qui souhaitent donc rénover leur bâtiment en arrivant à avoir une performance énergétique meilleure que celle qu'elles avaient auparavant. Voilà. Et puis, dernier point, non mais moindre, d'ailleurs on a une réunion aujourd'hui là-dessus, on a passé un accord avec une structure qui s'appelle Cadran, avec laquelle donc on a un accord cadre pour créer une société d'économie mixte d'une part qui va permettre de générer des projets de production d'énergie renouvelable. Voilà. Alors Aigueblu, on va au cours de ce conseil communautaire, on va lancer donc la consultation pour la délégation de service public de Aigueblu. Aigueblu, vous savez que c'est le centre aquatique communautaire qui a ouvert ses portes en 2008, donc il y a bientôt 10 ans, qui a un double objectif en fait. D'une part, évidemment, d'être un centre aquatique ouvert à tous. On peut chacun d'entre eux aller se baigner
réouvertures, mais il a aussi un objectif, c'est de permettre aux enfants un apprentissage de la natation et aux associations de disposer donc d'un espace pour les activités nautiques qui ne sont possibles qu'en piscine, surtout pendant l'hiver. La fréquentation a doublé depuis 2009 et on a dépassé aujourd'hui les 200 000 entrées. Une grande satisfaction quand même, au-delà du succès, je crois, qu'il faut dire, c'est effectivement les résultats en termes d'apprentissage de la natation. Vous savez que en France, un enfant sur deux de 10 ans ne sait pas nager. Sur max, 8 élèves sur 10 savent nager, ils peuvent se déplacer sur 30 mètres à cet âge-là. Le dernier point important de ce conseil communautaire concerne, je vous l'ai dit tout à l'heure, le transfert de la plupart des compétences prises par le CIVOM aujourd'hui, et ce jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire le lac de Sedan et le port de Cap-Breton. Vous connaissez le contexte, la loi NOTRe notamment a imposé, et les services de l'État nous l'ont demandé, que les syndicats intra-communautaires soient dissous au profit donc, du périmètre communautaire. Donc, de ce fait, le CIVOM doit être dissous au 31 décembre et les secteurs qu'il occupait jusqu'à présent doivent être transférés. Le lac et le port seront transférés donc à Max. Il y a d'autres compétences qui seront transférées aux communes, puis il y a la question des bourdaines. Je voudrais quand même clarifier un peu les choses, dire que avant moi, Éric Kérouche, et lorsque je suis arrivé, j'ai souhaité tout de suite prendre contact, ou continuer plutôt le contact qui avait été engagé avec Lionel Camblan, le maire de Seignos, pour trouver une solution qui soit favorable à la fois à la commune de Seignos, propriétaire aujourd'hui de ce bien, géré par le CIVOM, mais dans la propriété de la commune de Seignos, et à la fois favorable à Max, qui, dans le cadre de son action culturelle, pourrait ou aurait pu intégrer cet équipement dans son rayonnement. Donc on s'est rencontrés, on a pratiquement convenu de trouver une issue qui ne soit pas une issue de négociation de dizaines de milliers d'euros, mais plutôt une issue en termes à la fois de patrimoine, plutôt patrimonial, et puis en termes aussi de projet culturel. Voilà. Donc moi j'étais plutôt sur cette base-là, et donc on a proposé un rachat à l'euro symbolique à Lionel Camblan du bâtiment, sachant que de ce fait, la communauté de communes prenait en charge non seulement le programme d'action culturelle qu'on allait certainement valoriser, puisqu'on était convenu d'en faire un vrai outil qui est un peu plus utilisé qu'aujourd'hui, mais aussi de le remettre en état, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'au départ, la salle des Bourdaines est une salle de sport. Donc pas forcément adaptée aux contraintes, ni au confort, ni aux usages d'aujourd'hui en termes de salle de spectacle. Donc ça voulait dire, grosso modo, pour la remettre en état, un investissement de 1 million d'euros. Nous, on était complètement disposés, on s'était mis d'accord pour aller dans cette optique-là. Et apparemment, les premiers contacts qu'on avait eus avec le maire de Seignos, son premier adjoint et même son DGS, étaient plutôt favorables. Et on s'était engagé sur 20 ans à faire en sorte que ce lieu reste un lieu culturel. Au-delà, c'est difficile, mais au moins sur 20 ans, en faire un lieu culturel. Voilà. Donc le maire de Seignos n'a pas souhaité continuer dans cette démarche-là. Il nous a dit non, je le garde, je veux garder, je ne souhaite pas qu'on se dépossède de ce bien-là, et en plus j'ai des propositions, nous a-t-il dit, d'organismes privés pour le gérer. Voilà. Donc c'est son droit, son choix. On le regrette un peu quand même, parce qu'on a cru dans l'engagement qui avait été, l'engagement un peu moral qui avait été pris. On a cru aussi dans la construction qu'on aurait pu faire autour de ce site-là, où on était d'accord de travailler ensemble avec la commune de Seignos, avec le service culture de Max, avec les autres élus, pour lui redonner de l'éclat et à la fois du rayonnement. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Voilà. Moi, je considère que les Bourdaines, c'est effectivement un lieu culturel important sur notre territoire, et qu'il est dommage que
que d'avoir restreint le périmètre comme ça du Gredin pour des questions de susceptibilité ou de défiance ou à l'égard de la communauté de communes. C'est un peu dommage, parce que c'est une vision un peu étroite quand même des relations au sein du territoire. Donc vous le savez, j'ai souhaité, j'avais indiqué d'ailleurs au dernier conseil communautaire, faire en sorte que les fonctions que j'occupe par ailleurs, aussi bien à la région que les fonctions qui prennent du temps, j'arrête. Donc ça a été le cas pour l'office de tourisme. Alors, a été élue à l'unanimité Véronique Brevet, qui est maire adjointe à La Benne, qui est donc la nouvelle présidente de l'office de tourisme intercommunal. Donc j'ai très heureux de participer à ça, parce que vraiment c'était un pur bonheur. Sachant que ce que je craignais, c'était une désaffection des professionnels, commerçants, hôteliers, restaurateurs, et que contre toute attente, comme quoi il y a une logique, il y a aussi, on a cette année, on a en 2017, eu plus d'adhésions qu'il y avait en 2016. Lorsqu'on a regroupé, fusionné les offices de tourisme, on avait à peu près 1000 adhésions, et là on en a à peu près 10% de plus. Pour un chiffre d'affaires encore plus important. Puisqu'en plus, chaque adhésion, en termes d'investissement financier, est en moyenne supérieure aux adhésions précédentes. Ça, je crois que c'est un vrai succès. Et donc, je suis très content d'avoir participé à ma mesure à ce succès-là, et que maintenant ce soit Véronique, qui est une femme d'action, et je suis content que ce soit elle qui conduise pour les prochaines années cet office de tourisme intercommunal Landes Atlantique Sud. C'est bon? Merci. Mais merci à vous. Hein.